L'Observatoire Santé ProBTP présente Quoi de neuf santé, animé par Flavie Flamand. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf santé. On est tous passés par là. L'adolescence est une période délicate. Alors imaginez un peu le quotidien de ces jeunes qui sont atteints de maladies chroniques. Comment les accompagner au mieux et surtout comment les valoriser. On en parle aujourd'hui avec mon invité. Bonjour, docteur Hélène Mellerio. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. On va commencer par une question qui est importante, la question de base. C'est quoi une maladie chronique ? Alors une maladie chronique, c'est une maladie durable, on dit au moins 3 mois, qui peut être somatique, donc physique, et ou psychologique, et qui va avoir un impact sur la vie, le quotidien, donc parce qu'il y a des limitations au quotidien, par exemple dans les déplacements, ou parce qu'il y a une dépendance à un traitement, à un suivi médical. Et voilà, donc il y a une grande variété de maladies chroniques. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique lorsqu'elle touche les adolescents ? Quand un jeune qui porte une maladie chronique arrive à l'adolescence, il y a une situation qui est très particulière, et notamment un vécu corporel qui est très particulier. D'abord, cette maladie, elle s'inscrit dans le corps, dans le sens où il y a des signes au quotidien. Il y a de la douleur, il y a de la fatigue, il y a des limitations dans la vie quotidienne, donc dans la vie sociale. Il y a un impact sur la vie de famille, une organisation qui tourne parfois autour de la maladie. Il y a un impact sur la scolarisation, un impact aussi sur les relations sociales. Et tout ça va modeler la construction du soi de manière très singulière. Et dans une période qui, effectivement, est une période en plus charnière, qui est celle de l'adolescence. Combien d'adolescents sont concernés par ce type de maladie ? Alors, on estime que c'est autour de 18%, mais ça, c'est les chiffres des données déclaratives, c'est-à-dire des enquêtes qui sont faites en collège-lycée. Si on prend les données de l'assurance maladie, qui répertorie les maladies les plus sévères, c'est autour de 5%. Quelles sont les maladies les plus courantes, si je puis dire ? Alors, il y a les maladies somatiques, qui sont l'asthme, l'obésité, le diabète de type 1, la maladie de Crohn, les maladies psychiques aussi, comme les troubles du comportement alimentaire, et puis tous les troubles du neurodéveloppement, donc avec les déficiences intellectuelles, les TDAH, les TSA, etc. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Alors oui, on en voit depuis plusieurs décennies, ces chiffres de prévalence, de fréquence, ils sont en constante augmentation pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on a une survie des enfants qui sont porteurs de maladies sévères qui a largement augmenté du fait des révolutions en médecine. Et donc, il y en a de plus en plus qui arrivent à l'âge adulte. La deuxième, c'est l'impact de l'environnement sur nos modes de vie qui va faire qu'on a beaucoup plus, par exemple, d'asthme, d'obésité, mais aussi de maladies inflammatoires comme les maladies de Crohn. Vous nous parliez de la construction de soi. Forcément, ça a un impact. Comment ces jeunes grandissent en réalité et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés ? Un adolescent qui a une maladie chronique ou un handicap, c'est déjà un adolescent. Donc, qui va traverser cette période de bascule de l'enfance à l'âge adulte, qui va durer de l'âge de 10 ans à 25 ans à peu près, si on tient compte de la plasticité cérébrale. Et c'est pendant cette période qu'il va y avoir la construction de soi, ce changement de peau, cette remise à plat de tout ce qui est construit dans l'enfance, de tous les repères, avec ces interrogations sur ce qu'on est et ce qu'on a été. Et ça se fait pas sans bouleversement, sans heurts parfois en famille. Et cette construction, elle va fragiliser ce qu'on appelle les bases narcissiques, c'est-à-dire vraiment la solidité du soi, de l'estime de soi. La maladie chronique, elle-même aussi, va faire une forme de défaillance narcissique, va aller blesser et l'enfant et les parents dans leur personne. Et à un moment de l'adolescence, on va avoir une confrontation de ces 2 blessures qui va faire quelque chose d'extrêmement compliqué. Chez les enfants qui ont des maladies chroniques, parfois, pour supporter la lourdeur des soins, la violence du quotidien, on a une mise en berne du corps, une mise en retrait du corps et une cristallisation de la santé autour des problèmes liés à la maladie, avec une mise à l'écart de tout ce qui est le reste de la santé. Mais comment on peut les accompagner au mieux, alors, justement, ces jeunes ?
Alors, ces jeunes, il y a beaucoup de choses pour les accompagner. Déjà, il faut soutenir le jeune, mais aussi les parents, qui sont parfois les grands oubliés du système de soins, pour des raisons de faisabilité de l'accompagnement, mais aussi parce que les parents se sentent pas toujours en mesure d'être accompagnés, ils se sentent pas toujours légitimes à être aidés, alors qu'on a besoin, évidemment, de travailler sur tout l'écosystème. Et on peut aussi travailler avec des professionnels qui sont formés à l'adolescent et qui vont aider le jeune à se construire en fonction de qui il est, à construire son estime de lui-même. Ça veut dire qu'il faut en parler aussi dans ces cas-là, docteur. Ce n'est pas évident, ni pour un jeune de parler du trouble ou de la maladie qui est la sienne, ni pour des parents. Est-ce que ça reste un sujet tabou ? Alors oui, la maladie chronique, dans certains cas, reste encore un vrai sujet tabou. Lesquels ? De moins en moins. Alors les cas, c'est les maladies les plus stigmatisées. Je parle de l'infection à VIH ou des maladies dont le nom évoque quelque chose qui paraît terrible, comme par exemple la mucoviscidose. Oui. Les gens, il y avait des jeunes qui disent, moi j'évite de prononcer le mot parce que je sais que sinon je vois dans le regard en face, zut, elle va mourir. Alors qu'il y a une révolution thérapeutique en cours qui est absolument fabuleuse et que évidemment dans l'imaginaire collectif il y a encore un gros travail de déstigmatisation à faire. Ces jeunes, ils vivent des combats en fait, comme vous le dites, on a une tendance à ne pas se rendre compte de ce qu'ils rencontrent comme difficulté. Est-ce que ça en fait aussi des jeunes différents, plus matures, plus précoces d'une certaine façon? Alors dans toutes les maladies chroniques, notamment celles qui confrontent à la question de la mort, on observe une hypermaturité avec des jeunes qui sont confrontés très vite à des grandes questions existentielles, la douleur, la souffrance, le handicap, la mort, parfois très tôt dans la vie. Et donc, ils vont développer une maturité qui est assez remarquable et qui va pouvoir quelquefois dérouter un peu les parents, l'entourage, mais aussi les professionnels. Ils ont aussi une connaissance scientifique qui est bien supérieure aux jeunes de leur âge, souvent. Et donc ça vient renforcer un peu cette hypermaturité. À l'inverse, on voit aussi, ou de manière contemporaine, chez les mêmes jeunes, une forme d'immaturité dans les relations sociales, une difficulté à se faire des amis de manière simple, à tisser des relations assez saines, assez transparentes, surtout s'il y a une dimension de secret dans leur maladie. Et surtout si c'est des jeunes qui ont été beaucoup hospitalisés, beaucoup mis en retrait des groupes sociaux, qui n'ont pas été beaucoup à l'école, dans des groupes où en fait on apprend à être avec les autres, on apprend à être soi avec les autres, à tenir compte un peu de ces dynamiques sociales. Et donc il y a des jeunes qui savent pas faire en fait, qui arrivent au collège quelquefois dans ces années où les choses se compliquent un peu, et donc qui sont beaucoup plus victimes de harcèlement, de violence. Et on a vraiment des chiffres dans toutes les maladies qui montrent que c'est des jeunes qui sont beaucoup plus victimes de tous ces phénomènes sociaux. J'imagine que la vie d'adulte pour ces jeunes-là se joue aussi dès l'adolescence. Comment se passe la transition de l'adolescence au jeune adulte, à l'âge adulte? Parce que finalement, c'est une maladie qui vit avec nous. Ouais, qui vit et qui va prendre un visage différent, selon les âges. Selon les âges et puis selon les progrès de la médecine, notamment pour les maladies les plus fréquentes, pour lesquelles la recherche va beaucoup plus vite que pour les maladies rares. Est-ce que tout se joue dès l'adolescence ? Alors non, heureusement, comme pour tout le monde dans la société, heureusement, tout se joue pas à chaque âge et on a une forme de plasticité sociale qui va avec la plasticité neuronale et qui fait qu'il y a des choses qui bougent et on a toute la vie pour apprendre à vivre. Donc ça, c'est très enthousiasmant et rassurant. Quels sont les conseils maintenant que l'on peut donner aux jeunes qui nous écoutent et qui sont concernés et qui écoutent ce podcast, et aux parents? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour vivre au mieux ensemble ces périodes qui sont délicates? Alors déjà, le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est vraiment de croire en vous, de croire en tout ce que vous avez développé. C'est pas rien d'apprendre à gérer des rendez-vous, à prendre des médicaments, à parler à des adultes beaucoup plus tôt dans la vie que les autres. Oui. Et ça vous donne un super pouvoir. Et c'est assez rare qu'on voit des jeunes qui sont conscients de ce super pouvoir. Et ça, c'est vraiment une force dont il faut s'emparer. Il faut aussi se faire bien conseiller parce qu'il y a des jeunes qui sont du coup tentés de s'exposer sur les réseaux,
réseaux, de mettre leur maladie sur leur CV, d'en faire une espèce d'identité qui viendrait gommer tout le reste. Et ça peut être assez dangereux parce que la vie est longue, on ne sait pas sur quoi ils s'orienteront et on ne sait pas comment cette info sera reçue, s'ils seront alignés avec ce choix tout au long de leur vie. Et puis, les choses. Un autre conseil, c'est aussi d'oser parler avec des gens de confiance, des adultes autour d'eux, mais aussi des jeunes de leur âge. Et en général, c'est beaucoup mieux reçu que ce qu'on pense, la nouvelle qu'ils sont porteurs d'une maladie chronique. Et aux parents, est-ce que ça n'est pas aussi intéressant de valoriser nos adolescents ? Parfois, les humoristes ou même nous, dans nos conversations, on a tendance à résumer l'adolescent à une position horizontale, mangeur de chips et dévoreur de vidéos sur des plateformes. Alors qu'en réalité, les adolescents sont pleins de ressources et ils sont l'avenir. Oui, et ça c'est pas nouveau. Dans l'Antiquité, les philosophes disaient déjà que les adolescents étaient tyranniques, etc. Donc l'idée que les ados, ça va être juste des problèmes et juste un mauvais moment à passer et on attend la fin, ça c'est vraiment très répandu. Et c'est un peu dommage parce qu'il faudrait pouvoir changer ce regard parce que les ados, ils n'ont pas besoin de ça. C'est compliqué d'être ado. On ne se souvient pas. Quelquefois, il y a beaucoup d'adultes qui ne se souviennent pas de leur adolescence et quelquefois ça pique de s'y remettre. Donc c'est pour ça qu'on met ça un petit peu derrière, mais on a besoin qu'on croie en nous, qu'on accueille notre créativité, nos projets. On a besoin quand même d'être cadré, d'être étayé, de pouvoir s'appuyer sur des choses solides, des murs solides. Et c'est vrai que dans une société en grand mouvement, en grande souffrance aussi sur certains sujets, quelquefois on a peur du cadre, on a peur d'emmener les gens vers quelque chose de trop précis, de figé, d'être trop contenant. Et c'est dommage parce que parfois on a quand même besoin de repères quand on est ado. Et puis pour les parents, se faire aider autour d'eux, trouver des relais éducatifs, que ce soit chez les proches, chez les mouvements de jeunesse, auprès des professionnels si besoin. Et penser aussi à soi. Les parents d'ados qui ont des maladies chroniques, c'est souvent des gens qui ont mis complètement en berne leur vie perso, leur vie sociale, leur vie pro, notamment pour les femmes. Et c'est super compliqué d'imaginer que tout d'un coup, l'ado va partir de la maison et il va falloir retrouver tous ces éléments de vie. Et voilà, ça peut faire peur et ça peut être un vrai frein à l'émancipation du jeune. Merci beaucoup, Dr Mellerio, d'avoir répondu à mes questions. Merci Flavie. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de neuf santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents qui sont évidemment passionnants sur observatoiresantéprobtp.com, rtl.fr et sur M6+. Ciao.